honoré et heureux de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. Eh ben moi je suis super content que tu sois là, ça va être hyper intéressant. Avant, et comme ça il sera un petit peu au courant, je vais faire les recommandations d'usage. Donc, si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook et que tu veux voir Michel qui est mon invité parce que tu ne le vois pas sur ces plateformes, rejoins-nous sur YouTube. La chaîne c'est Immobilier Compagnie. Au demeurant, je poserai quand même les questions que tu as à poser, etc. Mais c'est là où on voit Michel. Non, je ne parle pas tout seul. Souvent, on me pose la question. On est deux dans ces émissions. Ensuite, c'est très important aussi, c'est un détail, mais pour moi, il faut quand même que vous le sachiez. Il y a un décalage entre vous et nous. Donc, si vous nous posez vos questions et que vous avez l'impression qu'on n'y répond pas tout de suite, ben, c'est normal en fait. On est réellement en direct. Mais il y a ce décalage et on le laisse, ça nous permet en fait un petit peu d'anticiper ce qui se passe dans le live. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Donc ce soir, je suis très content vraiment que Michel soit là. Il y en a beaucoup qui ignorent cette situation qui était la mienne au départ. Quand j'ai commencé sur YouTube, je savais absolument pas ce que je faisais. Et en fait, j'avais cette idée dans ma tête de me dire… Je vais devenir. Dans ma tête, c'était séminariste. J'ai appris par la suite qu'en fait, séminariste, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas du tout ça. En fait, voilà, si tu veux rentrer dans les ordres, c'est très bien. Oui. Voilà. Séminariste, c'est un truc religieux. On s'était foutu de moi d'ailleurs à ce sujet. C'est pour ça que c'est rigolo. Je me refous de toi aujourd'hui. Mais t'as bien raison. Je voulais être conférencier. Et je me voyais parler sur scène. Je me suis dit, voilà, YouTube, ça te permettra de te faire connaître et on t'invitera. On m'a jamais invité nulle part, les amis. Pourquoi ? Parce que j'ai mis longtemps à rencontrer Michel. Et en fait, Michel vous apprend à devenir conférencier. Alors, Michel, tu n'es peut-être pas au courant. Je vais te donner la parole. Je fais une longue intro, mais c'est important. J'ai incité tout le monde pendant ce confinement à ne pas faire de sport. Parce que faire du sport, tu peux le faire toute l'année. Je leur ai dit, essayez de mettre en place un projet que vous avez dans votre vie. Et c'est le moment en fait, parce qu'après la vie va reprendre et vous avez une occasion aujourd'hui de construire quelque chose pour votre vie professionnelle. Et je suis très content que tu sois là parce que pour moi, tu es l'opportunité, une des opportunités que je leur aurais proposé de construire quelque chose pour leur carrière. Alors donc tu es conférencier et pas séminariste, hein, j'enlève le voile tout de suite. Voilà, et tu aides les gens à devenir conférencier. Peut-être décidément, jusqu'à la fin. Donc je vais te laisser un petit peu te présenter et après on va poser les questions. Écoute, je suis Michel Poulart et je suis conférencier professionnel. Alors ça peut paraître un peu étrange. En francophonie, la notion de conférencier professionnel n'est pas aussi marquée qu'on peut l'avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, on appelle ça des motivational speakers. Et là-bas, c'est un vrai métier, un métier même honorable, un métier que les gens admirent. Vous savez, ce sont ces fameux speakers, ces grands orateurs qui vont enflammer des foules entières. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, on les voit souvent sous-titrés ou mal traduits en français. C'est comme des Anthony Robbins ou plein d'autres que l'on peut connaître. Anthony Robbins, c'est l'exemple peut-être le plus populaire, mais il y en a des centaines et des centaines d'autres. Aux États-Unis, c'est un vrai statut, c'est un vrai métier. Ça fait 40 ans que le métier est reconnu comme tel. En France, on ne le comprend pas encore beaucoup, parce qu'en France, on a déjà un premier problème, c'est le problème avec la prise de parole en public. On a un gros problème à prendre la parole en public, parce qu'on ne nous l'apprend pas, contrairement dans les pays anglo-saxons, où on apprend à parler très tôt dès l'école primaire. Il y a un système culturel là-bas qui fait que les gens ont beaucoup la parole, que ce soit le système scolaire ou le système religieux, parce que la religion est très présente aux États-Unis et il y a beaucoup de congrégations religieuses qui font parler leurs adeptes. Donc c'est vraiment très ancré dans le monde anglo-saxon. En France, en revanche, à l'école, on t'apprend à l'affermer, à te taire et à écouter le sachant. Et c'est le sachant qui sait tout, et tu baisses les yeux et tu ne réponds pas. Voilà. D'ailleurs, c'est un phénomène qui, je crois, qui est connu sous forme de… Il y a un exercice qu'ils font où ils doivent vendre des objets, il me semble, aux États-Unis quand ils sont enfants. Ils doivent prendre un objet et apprendre à le vendre, pas à le vendre, à l'encenser. Enfin, c'est pas le terme, j'ai plus le terme qui me vient en anglais. En fait, ils doivent se mettre en scène pour mettre en avant des choses. C'est ça, corrige-moi si je me trompe. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais ce que tu cites là, on le voit dans le film, par exemple, Le Loup de Wall Street. Donc, dans Le Loup de Wall Street, effectivement, l'acteur principal
dit vendez-moi ce stylo pour voir la capacité qu'on a à pouvoir vendre un stylo. Et effectivement, quand on arrive plutôt vers l'école secondaire, on t'apprend à parler et à défendre une position. Alors qu'en France, on est plutôt un peuple littéraire. On aime ce qui est écrit. On est un livre d'écriture. Ici, on écrit bien. On est des philosophes. On est cartésiens. Mais on te demande aujourd'hui de vendre un stylo ou n'importe quoi. Hein. Je te demande de vendre mes sacs de fraises Tagada et de me le vendre même si tu n'aimes pas les bonbons et que tu n'aimes pas le sucre. Bonne chance, mais un américain. Michel, je sais pas si tu sais, et d'ailleurs personne ne doit le savoir ici, j'ai jamais mangé un bonbon de ma vie, hein. J'ai jamais goûté. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, tu me le vendras pas, ça, c'est mort. Hein. On peut tester, Bon, on verra après. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Likez, partagez. Mehdi, tous millionnaires, aux adeptes, comme d'habitude, bonsoir. Michel, tu le sais pas. Alors, d'ailleurs, je t'en ai pas parlé avant. On va aborder aussi un petit peu le thème de l'investissement pour te poser des questions. Parce qu'ici, tu es avec des investisseurs, mais on en parlera après. D'abord, tu vas te présenter. Michel, moi, j'aimerais bien, pour commencer, que tu nous racontes ton histoire, en fait. Parce que c'est toujours intéressant, je trouve, les histoires des différentes personnes. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire brièvement, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà. Comment on en arrive à devenir conférencier? J'imagine qu'il y a quand même un cursus qui s'est fait, quoi. Alors, c'est pas un cursus, c'est un chemin de vie. Un cursus, c'est autre chose. C'est plutôt un chemin de vie. Ouais, excuse-moi, les mots sont pour moi très importants. Oui, ça fait partie de mon métier aussi. Hein, je m'en rends compte. T'as raison. La sémantique est très importante parce que ça peut mener nos esprits sur des idées ou des pensées complètement opposées ou différentes complètement. Mon parcours de chemin est très simple. Premièrement, je suis quelqu'un qui aime la vie et un grand curieux de la vie. Ça commence par ça, en fait. J'ai toujours été curieux par la vie, j'ai toujours été intéressé par tout, et je fais partie de ces gens qui ont toute leur vie touché à tout. C'est-à-dire qu'avec moi, tu peux parler de plein de choses, et j'ai une culture générale assez développée parce que je m'intéresse à tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais ado, par exemple, au lieu de m'emmerder chez moi à la maison, eh bien, je lisais, honnêtement, hein, je lisais les encyclopédies. Quand j'étais ado? Ouais. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Wikipédia. Eh ben moi, je m'emmerdais, je prenais la première encyclopédie à la lettre A et je la terminais à la lettre Z. Je trouvais ça super kiffant. Je trouvais ça kiffant parce que j'aimais bien impressionner les autres avec de la connaissance. D'accord. Pour moi, la connaissance, c'était un moyen d'impressionner les autres parce que, comme beaucoup d'ados, j'avais besoin d'attention et j'avais trouvé mon petit truc. Et en plus, l'humour est quelque chose qui fait partie également de mon quotidien. Et faire rire les autres, c'était aussi souvent pour cacher mon propre mal-être que j'avais quand j'étais ado, et puis c'est devenu un automatisme de faire rire les autres. Cette façon d'être curieux de la vie, d'aimer la vie, c'est aussi être curieux et d'aimer les autres. J'ai toujours aimé les hommes. Quand je dis les hommes, c'est avec un grand A. L'être humain. L'être humain, voilà, j'ai compris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école, par exemple, j'étais toujours le leader. Parce que j'étais toujours le plus dynamique, j'avais toujours le plus d'idées que les autres, j'ai quelque chose d'entraînant et d'enthousiasme qui donne envie de me suivre. J'ai été chef scout, j'ai été manager à 19 ans, et très tôt, sans avoir fait d'école de commerce en particulier, de par mon énergie naturelle et mon envie naturelle de faire bien et quand je m'investis à fond, ça fait partie de ces capacités que j'ai. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu conférencier professionnel? C'est un chemin de vie. Hein. Pendant 20 ans, moi j'ai été cadre commercial à l'international, donc je faisais des 15 à 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec le business que je faisais. Je travaillais dans le monde de l'automobile. J'ai habité 12 ans en Hollande. Ah d'accord, je savais même pas. Tu vois, je veux quand même que vous sachiez qu'on se connaît, mais je le connais pas en profondeur, Michel. Voilà, je le découvre un peu avec vous ce soir. Et c'est très bien que tu ne connaisses pas en profondeur. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je suis né belge, j'ai grandi en Belgique. À 18 ans, j'ai quitté la Belgique, je suis parti pendant 12 ans en Hollande. En Hollande, je me suis marié, j'ai fait une carrière commerciale. J'ai été manager d'un très très grand groupe, leader dans le monde de l'automobile. Et puis, suite à un burn-out, j'ai tout plaqué là-bas. Je suis venu en France, ça fait maintenant 20 ans que j'habite en France. J'ai continué à travailler pour cette boîte parce qu'ils n'ont pas voulu me lâcher, parce que quand tu as un bon commercial, tu veux pas le lâcher. Ouais. Donc j'ai continué à travailler. Donc moi, le télétravail, ça fait 20 ans que je connais le télétravail. En fait. Ouais, d'accord. C'est drôle de voir que certaines personnes le découvrent aujourd'hui à cause ou grâce du confinement, mais moi, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas encore la DSL que je télétravaillais déjà. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Et donc, j'ai un certain recul par rapport au télétravail, aux visioconférences, etc. Moi, ça fait 10 ans que je fais des visioconférences, alors que YouTube n'existait pas encore, j'en donnais déjà. D'accord. Mais ça, c'est à part. Et donc, à un moment donné, c'est effectivement, comme je suis un grand curieux de la vie, je déteste l'ennui.
Et dans mon job, tu sais, au bout de 18 ans de carrière, j'avais fait le tour, quoi. Même à l'international, même avec les voyages et tout, ça t'avait gavé, quoi. Ça m'a gavé parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu as fait le tour, que tu connais tout le monde, tu retrouves toujours les mêmes têtes dans les salons, parce que les salons, j'en faisais tous les ans. Donc tu vas dans les salons, tu revois les mêmes têtes, les mêmes concurrents, les mêmes fournisseurs, les mêmes clients, le même discours. La seule chose qui change, c'est les produits et c'est le marketing des marques que tu distribues. Et là, tu te dis, bon, tu as fait le tour. J'étais le commercial, ou en tout cas le cadre commercial le plus doué et c'est pas de la prétention, c'était tout simplement ça. J'étais celui qui faisait le plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise. À un moment donné, quand t'es au top, c'est compliqué. C'est compliqué de rester au top. Il y a plus de défis, il y a rien d'autre à avoir. Au-dessus de moi, j'avais juste un PDG qui avait le même âge que moi, donc j'allais pas devenir PDG. Ouais, c'était un peu compromis, ouais. Voilà, moi j'ai besoin de défis, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de découvrir. Et au bout de 20 ans, voilà, je me suis fait chier, quoi. Et tu te dis tout de suite, je vais devenir conférencier? Non. Ouais, ça me rassure parce que c'est quand même, c'est pas anodin comme métier quand même. Non, tu te lèves pas un matin, tu dis oh punaise, illumination, je vais faire ça. Non, en général, quand on veut faire quelque chose, c'est le cheminement de plusieurs mois, voire plusieurs années, d'idées, d'envie, parfois même d'envie oppressée, opprimée ou en tout cas enfermée. En fait, suite au ras-le-bol que j'avais quand j'ai commencé à faire le tour de mon job, les questions que je me suis posées, c'est ok, tu veux plus bosser. En revanche, tu as un salaire de malade. J'avais un salaire de ministre, avec voiture de fonction, téléphone de fonction, connexion internet de fonction. En fait, j'avais un salaire de ministre et j'habite dans le sud-ouest de la France. Et pour avoir ce salaire-là, tu dois cumuler 4 jobs différents. C'est pas possible. Et donc, à un moment donné, tu te rends compte qu'aussi tu deviens prisonnier de ton salaire en tant que salarié. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment et ça m'a vraiment tenu longtemps parce que tu te dis ok, quels sont les avantages et les inconvénients. Putain, l'avantage c'est quand même ton salaire, quoi. Ton salaire, parce que du coup ton train de vie correspond au salaire que tu as et tu te dis si j'abandonne mon taf, je fais quoi? Donc trouver un autre job de salarié, c'était absolument pas possible dans le Sud-Ouest. Je veux dire, j'habite près de Biarritz, gagner. Ouais, puis là-bas le coût de la vie est élevé là-bas. Je connais un petit peu. C'est élevé. Oui, mais les salaires en revanche sont pareils que ouais, tout à fait. C'est t'es pas à Paris non plus, quoi. C'est même pas les salaires de Paris, c'est pas pareil. Donc très vite, tu essayes de t'imaginer, ok, la seule chose que je peux faire, et comme moi-même je suis entrepreneur dans l'âme, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les années dans lesquelles moi j'ai été salarié, j'ai toujours été un salarié entrepreneur, c'est-à-dire que on n'avait pas besoin de me dire ce qu'il fallait faire. J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire tous les patrons que j'ai pu avoir, même avant de travailler pour cette boîte, j'étais une bénédiction pour eux parce que je bossais comme si c'était ma boîte. Donc tu penses que pour un patron c'est génial d'avoir un salarié comme ça. C'est assez rare, c'est vrai, c'est que c'est rare. Et effectivement, je comptais pas les heures, j'étais investi, voilà, je travaillais comme si c'était ma boîte. Il y a aussi des inconvénients en tant que salarié, bien entendu, mais je ne regrette rien parce que j'ai fait les choses comme je voulais le faire. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu du succès parce que justement, c'est en bossant comme ça qu'à chaque fois, j'avais des postes assez élevés dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Il n'y a pas de secret quand tu bosses et qu'il y a du résultat. En général, tu montes les échelons de façon naturelle, sauf si tu as affaire à des patrons un peu pourris, mais j'en ai pas rencontré dans ma carrière. D'accord. Donc, pour raccourcir un peu tout ça, c'est que c'est un process. Tu te rends compte que tu aimes l'humain, donc je suis rentré dans le monde du développement personnel. J'ai découvert le mot coaching que je n'avais jamais vu de ma vie. En cherchant le mot coaching sur Internet, je tombe sur des vidéos effectivement de speakers américains. Là, je me dis, punaise, c'est génial. Et en voyant des speakers américains, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc que je me vois bien faire. D'accord. Et tu te lances là-dedans, quoi, en gros. Ça s'est fait par étapes. C'est pas du jour au lendemain, mais ce déclic est venu, en fin de compte, effectivement, en cherchant ma voix. Ce déclic est venu en faisant des recherches et en tombant sur des vidéos de speakers américains. Alors, je vais me permettre de faire une chose que je fais rarement parce que tu as dit des choses très intéressantes, dont une qui, je pense, a dû intéresser tout le monde et qui, je pense, est très contemporaine, très liée au confinement que certains viennent de vivre. Tu viens de dire que tu étais prisonnier finalement de ton emploi. Que tu en avais fait le tour et qu'en même temps, donc tu t'es retrouvé dans cette position où j'ai tendance à croire que le confinement que certains viennent de vivre, que les personnes viennent de vivre une situation assez similaire à celle que tu viens de décrire. Je pense qu'il y a des gens qui, en étant bloqués, vont se rendre compte que leur boulot les fait chier, quoi. Ouais. Comment on fait quand on est prisonnier de son emploi pour s'en sortir, en fait? Par quoi tu as commencé? Quelle a été la première étape pour toi? Alors,
si tu es entrepreneur, il y a de grandes chances que tu me dises que tu t'es lâché d'une main parce que tu avais confiance en toi. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas eu, si tu étais prisonnier au niveau de ton salaire, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des étapes qui t'ont permis de te libérer en fait? Même si tu as confiance en toi, il y a quand même les limites de la réalité. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance en toi, mais si tu passes effectivement d'un salaire de 7, 8, 9 000 euros par mois à tomber dans l'entrepreneuriat et te dire putain, avant de les gagner cette thune-là, il faut que je bosse comme un dingue. T'as beau avoir confiance en toi, il y a quand même la réalité qui te ramène très vite sur terre. Donc même si tu as confiance en toi, il faut quand même rassembler suffisamment d'éléments qui peuvent effectivement te justifier ton départ. Voilà comment tu fais pour pallier à ce manque de salaire. Donc, la chose sur laquelle j'ai commencé, c'est commencer à travailler sur ma notoriété, à travailler sur ce que je voulais. Donc, ce qui se passe. Tu étais salarié quand tu as commencé, c'est ça qui m'intéresse. Oui, comment parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, j'en suis certain, le confinement, il y en a, je le vois, j'ai des personnes proches de moi qui m'ont appelé en me disant il faut que je change de travail. Je me suis rendu compte que ça me saoulait ce que je faisais. Et comme c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que d'un côté il y a la réalité, d'un côté il y a ce que tu veux. Comment on fait tu vois, comment on crée la jonction en fait? Enfin, la jonction se fait de façon progressive. Pour moi, en tout cas, à mes yeux, arrêter quelque chose du jour au lendemain sans être sûr où tu vas, c'est du suicide. D'accord. C'est du suicide. D'accord. Sauf si tu as effectivement de la trésorerie qui te permet de vivre pendant 1 an, voire 2 ans sans avoir de salaire, pourquoi pas? Je veux dire, moi en revanche, la trésorerie, je ne l'avais pas pour la bonne et simple raison, c'est que j'étais divorcé et que j'avais plus une thune. Tu vois, ça aussi, c'est les effets de la vie qui font que voilà. Attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je t'arrête. Tu gagnais beaucoup d'argent, mais tu n'avais pas de thune. Ouais. Ah, est-ce que ça t'embête pas d'un peu développer? C'est hyper intéressant, je trouve. Je gagne beaucoup d'argent, t'as pas de thune, c'est quand ta femme divorce, elle te pousse à payer et en fait, voilà, à un moment donné, quand tu dois revendre la maison parce qu'elle lui appartient, donc elle prend ses parts, tu dois payer une pension alimentaire, tu veux le payer d'un coup pour t'en débarrasser du jour au lendemain, tu lui payes les 40 000 balles d'un coup et t'as plus de thune, voilà, et tu recommences à zéro. Voilà, donc c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu es riche, tu vois. Ah mais je suis d'accord, mais c'est intéressant que tu en parles. Ça fait partie des sujets que moi j'aborde et c'est intéressant de. Ah, moi j'ai pas peur d'en parler, je suis décomplexé. Non, mais j'ai pas de souci, Michel, je sais. Mais c'est intéressant de voir comment tu t'y es pris parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont bloquées dans leur travail et qui savent pas comment s'en sortir ou en tout cas faire la transition pour aller vers ce qu'ils veulent. Alors, du coup, je te pose la question maintenant, avant que tu en ailles plus loin. Tu avais pensé à, par exemple, faire de l'immobilier pour soulager tes revenus d'un côté ou investir ton argent dans quelque chose pour un peu te soulager ou pas du tout? Non. Moi, l'immobilier m'est jamais venu à l'esprit. En tout cas, pas à cette époque-là. D'accord. Ça vient à mon esprit maintenant, mais pas à cette époque-là. À cette époque-là, moi, j'avais juste une chose, c'était de vivre mon rêve et j'en ai rien à foutre d'immobilier. Moi, c'était juste, si j'avais à investir, c'était investir pour vivre mon rêve. Et moi, mon rêve, c'était pas dans la pierre, tu vois. Ouais. Alors je sais, j'ai bien conscience que tous ceux qui nous écoutent sont probablement dans l'immobilier, mais moi c'était pas mon trip à ce moment-là. Moi ce qu'il faut savoir, et pour t'expliquer, pour maintenant répondre à ta question que tu m'as demandé, quelle est cette phase de transition entre le moment où tu en as marre et tu commences à gagner ta vie, à gagner de l'argent, c'est ça. Ce que tu fais, il y a un gap, il y a ce gap-là. Ouais. Ce gap il est simple, c'est qu'à un moment donné, ce qui est paradoxal, c'est que tu as un boulot que tu aimes quand même, mais qui gonfle, et il n'y a rien de pire que de faire du télétravail. C'est-à-dire que tu travailles de chez toi, en chaussons, en jeans, alors que tous tes autres collègues sont au bureau tous les jours avec une ambiance de merde autour de la machine à café, avec des objectifs de merde, avec un patron de merde qui te met de la pression. Moi, j'étais chez moi et ça me faisait chier, j'avais la boule au ventre de continuer à bosser pour ça. Tu vois, il y a des gens qui feraient des meurtres pour bosser de chez eux, je l'ai vécu, sauf que quand ça te plaît pas, t'as beau travailler chez toi, ça te plaît pas. Ouais, c'était terminé, ouais. C'est tout, j'en suis même arrivé à ce que la sonnerie du téléphone me dégoûtait, tu vois. Ouais. Je suis chez moi, mais la sonnerie, elle me dégoûtait. Ça devenait un supplice. Donc, non, alors, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais salarié et que mon patron était quand même cool à ce niveau-là, c'est qu'il ne regardait que mon résultat. D'accord. Quand mon résultat était astronomique, il s'en foutait de savoir comment j'organisais mes journées. Donc, je travaillais pour lui, bien entendu, parce que je ne suis pas un voleur, mais dans tous les temps libres que j'avais, surtout le soir, dans les pauses, etc., je commençais à construire mon rêve. Ah ouais, c'est intéressant. Tu as cumulé 2 emplois, en fait. Voilà, c'est-à-dire que je faisais des doubles journées. C'est-à-dire que je me souviens, pendant 2 ans, je n'ai quasiment rien fait d'autre que de construire mon rêve. Je ne regardais plus la télé, non pas parce que la télé m'intéressait pas, mais parce que mon rêve était plus important et parce que je voulais le vivre le plus vite possible. Et en fait, c'était un choix.
et je choisissais que toutes mes soirées, et c'est ce qui a causé aussi la rupture de mon couple, bien entendu, hein, j'en ai bien conscience maintenant avec le recul. Ouais, je comprends. Mais mon rêve, c'était, voilà, j'étais pendant des soirées, des nuits entières en train d'écrire dans un blog et de commencer à créer une notoriété pour commencer à vendre des conférences. Et ça m'a quand même pris quelques années avant de pouvoir dire, je quitte le job. Et après, quand tu quittes le job, ça, c'est super kiffant. Alors, bah, j'imagine. T'as commencé, c'était en quelle année, juste pour qu'on se situe, cette période, pour qu'on voit? C'était pas... Moi, cette période où j'ai commencé à construire mon business, c'est il y a maintenant une douzaine d'années. Il y a 12 ans, voilà, d'accord. Non, mais c'est pour que les personnes se situent. Alors, ok, bon, on va revenir maintenant à ce que moi j'avais prévu. Posez les questions à Michel que vous avez à poser, je les poserai après. Tous ceux qui sont sur Insta, tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous. On est sur YouTube pour que vous puissiez voir Michel. Michel, bon, c'est une question bête, mais il n'y en a pas, il paraît, mais j'ai quand même envie que tu la dises. C'est quoi ton métier aujourd'hui? En quoi? Alors, c'est quoi? C'est conférencier, mais est-ce que tu peux aussi décrire un peu en quoi ça consiste finalement? Quand on me demande c'est quoi mon métier, j'adore répondre que je suis un optimiste professionnel. J'adore parce que c'est décalé, tu ne l'entends pas souvent, et en termes de storytelling et d'impact musique, les gens vont dire « Waouh, le mec, il a un métier. » Et quand je donne ma carte de visite, c'est ça ma carte de visite, tu vois? Ah ouais, d'accord. La carte de visite, c'est ça. Donc quand les gens voient ça, ben, ils se souviennent de toi. Et en plus, si tu dis optimiste professionnel, ça veut dire quoi? Mais mon métier, c'est tout simplement de doper les esprits, les gens, les collaborateurs professionnels à adopter une attitude différente pour appréhender les difficultés ou les inattendus de la vie de façon positive et active. Pas que positive, mais active. Donc, comment? Eh ben, par le biais de vidéos, parce que je suis aussi youtubeur, j'ai près de 10 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, j'ai plus de 150 000 abonnés sur une page Facebook qui s'appelle Source d'Optimisme. Et principalement en donnant des conférences dans des organisations professionnelles. Alors quand tu dis séminariste, je sais pourquoi tu dis ça, c'est parce que je donne entre 80 et 100 conférences par an, ce qui est quand même pas mal. C'est colossal, non, je ne minimise pas. Moi j'ai quand même essayé, à un moment donné on a fait des événements, on a fait des trucs, 80 à 100 événements par an, il faut bien que les gens qui entendent comprennent que c'est colossal. Et quand on entend que tu entretiens malgré tout ça une chaîne YouTube et que tu as une activité en web, en plus de ça, tu pourrais, je pense, je parle pour toi, mais te satisfaire de ces 100 événements qui te font vivre, quoi. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Ah mais j'ai bien conscience que même 80 conférences, oui, déjà au-delà de ce que la majorité des 10 conférenciers disent faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit à une époque où autant il y a 10 ans tout le monde devenait coach, autant aujourd'hui tout le monde s'appelle conférencier. Oui, et ils ne font pas... Ouais. Voilà, il suffit que quelqu'un ait parlé en public et ait donné une formation en public, ça y est, il est conférencier. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est comme si tu disais, tu as changé le siphon de ton évier, tu l'as fait une fois, ça y est, je suis plombier. Mais bon, ça, les gens de la communauté vont faire. Bon, voilà, je les laisse s'amuser dans les commentaires, on verra tout à l'heure. Ceci étant, ce qui est intéressant, moi je le dis souvent, on est ce qu'on fait le plus souvent dans la journée. Donc toi, tes journées, tu voyages, parce que moi je te suis un petit peu, tu voyages aussi pas mal quand même par rapport à tes conférences. Oui. Le voyage fait partie du truc. Ah oui, parce que effectivement, si je te dis 100 conférences par an, c'est quand même 200 à 250 jours de déplacement par an. Voilà. Combien? Alors moi, quand je faisais de la natation à haut niveau, j'ai fait un petit circuit international. Mon coach était un entraîneur de très haut niveau, lui, donc il était à un niveau au-dessus du mien encore. Il m'avait dit, je sais plus, c'était énorme, mais du coup, toi, tu dois passer plus de 200 jours. Enfin non, lui, je crois qu'il faisait plus de 180 jours par an hors de France. Donc toi, tu dois être dans ces eaux-là, j'imagine. Alors, c'est pas qu'hors de France. En général, j'interviens en France, même si je l'ai fait à l'international. C'est-à-dire que je parle l'anglais couramment, puisque j'habitais en Hollande, donc j'ai appris aussi l'anglais là-bas. D'accord. Donc je parle l'anglais couramment, je donne mes conférences en anglais aussi, mais je voyage effectivement dans les 4 coins du monde pour donner mes conférences ou pour moi-même assister à des séminaires ou des conventions. Parce que je continue à me former, parce qu'aux États-Unis, ils forment les conférenciers professionnels, ce qui n'existe pas en France. Mais je voyage principalement en France pour des séminaires ou des conventions ou des événements d'entreprise. Tu sais, ces séminaires où il y a tous les managers qui se rassemblent, où il y a tous les commerciaux qui se rassemblent, et où il y a t'as le directeur qui est là, le manager qui est là, le comité de direction est là, tout le monde parle très mal, on se fait chier à mourir, et on invite, en tout cas on paye un personnage externe pour venir donner une conférence et essayer de mettre un peu de peps dans un événement qui est un peu chiant. C'est ça.
Je connais. Et comme tu le dis très bien, on appelle ça des séminaires. Et c'est pour ça, mais c'est une blague qu'on peut faire longtemps. Hein. C'est pour ça que je pensais que je serais séminariste. Mais je l'ai jamais été. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de deux choses intéressantes. On va commencer par peut-être ce qui peut paraître le moins intéressant, mais qui est hyper intéressant. Comment on se vend ? Parce que du coup, tu dois te vendre. Il y a une phase où tu dois aller chercher, où tu dois aller voir la personne qui va créer l'événement et dire, voilà, moi je veux participer, je veux autant. Est-ce que c'est dur de se vendre et comment on se vend ? Oui, c'est très dur de se vendre. Comme on vend n'importe quoi, c'est très très dur. Sauf si effectivement, si tu représentes une marque qui déjà bénéficie d'une notoriété incroyable, la marque va se vendre toute seule. Tu sais, si tu vends une Mercedes ou si tu es chez Audi, les gens viennent chez Audi parce qu'ils veulent de l'Audi. En revanche, si tu n'es pas une Audi, tu es une toute nouvelle marque et tu as besoin de te vendre, tu vas en chier un petit peu plus. Eh bien, il faut savoir que comme pour tout le monde, j'ai commencé en bas de l'échelle, personne ne me connaît et il n'y a rien de plus compliqué que de vendre une conférence en entreprise alors qu'on ne te connaît ni des lèvres ni des dents, tu vois. Ouais. Je vois. Donc, je ne suis pas une personnalité médiatique, en tout cas je ne l'étais pas à l'époque. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si des conférenciers vendent le conférence, en général, c'est qu'ils ont écrit des livres, c'est qu'ils sont médiatisés, c'est qu'ils ont des émissions de radio, c'est qu'ils font de la télé, c'est que ce sont des sportifs de haut niveau, etc., etc., etc. Et moi, j'étais rien de tout ça, en fait. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis mis un plan de communication en route où je me suis dit, je vais me faire connaître. Et c'est là où j'ai passé énormément de temps à travailler ma communication. Et c'est pour ça que j'ai aussi une chaîne YouTube qui a... ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte en 2006. Ah ouais, d'accord. Ma chaîne YouTube existe depuis 2006 et j'ai près de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à créer du contenu. Quand Facebook est arrivé, je fais partie des premiers Français à avoir été sur Facebook parce que j'ai vite compris que Facebook allait devenir le réseau social par excellence. D'accord. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de 150 000 fans sur Facebook parce que ça fait maintenant 11 ans que je suis sur Facebook. Donc en fait, ce qui est intéressant, on va pas parler des nouveaux outils. Moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est que en fait, tu as commencé... T'avais rien du tout. Sur quoi on appuie quand on va voir quelqu'un pour se faire payer alors qu'on n'a rien, quoi. Tu comprends ? Sur quoi t'as appuyé ? Sur ta carrière de commercial, sur ta connaissance de ton métier ? Sur quoi t'appuies ? Non, ben rien, parce que mon métier n'existait pas en France. Quand j'ai commencé il y a 12 ans, conférencier professionnel, on n'en entendait pas parler. Je veux dire, oui, sauf si tu étais sportif de haut niveau. Les seules personnes que j'ai essayé de joindre pour m'aider étaient effectivement ou au Canada ou dans les pays américains, mais ce qui est applicable là-bas ne l'est pas ici. Donc ça a été très difficile, bien entendu. Premièrement, comme c'est un métier qui n'existe pas, comment tu fais toi pour savoir la valeur que tu as, combien tu te vends en entreprise ? Eh oui, c'est pas facile ça. T'as aucune idée puisque t'as pas de repère. Il y a pas de repère, il y a pas de marge. Je veux dire, ça c'est un problème éternel quand tu commences et que ce métier n'existe pas. Ou même si le métier existe, qu'est-ce que toi tu vaux ? Voilà. Si ce n'est que aujourd'hui, moi je suis convaincu que quand on réussit parce qu'on fait des belles rencontres sur la route. Et donc moi je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à me lancer dans un projet, même si je n'ai pas une vision complète de ce que je vais faire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux obtenir, mais je n'attends pas d'avoir une vision parfaite de l'objectif pour me lancer, parce que depuis toujours, je sais que sur la route, je vais avoir les réponses, je vais avoir des solutions, et je vais rencontrer des gens. Et c'est ce qui fait aussi que je réussis souvent ce que j'entreprends, c'est que je me lance, parce que beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils attendent d'avoir le projet parfait. Ouais, je comprends. Et le projet parfait sur papier, ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours une multitude d'inconnus que tu ne peux pas prévoir sur papier. Et donc sur ma route, eh bien j'ai rencontré des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont conseillé, qui m'ont un jour j'ai rencontré un grand conférencier qui m'a dit combien lui un conférencier valait. Et ça c'était une étape. J'ai su ce que valait un conférencier. Il m'a mis un pied à l'étrier. Il a vendu une conférence. Et une fois que tu es dedans, une fois que tu donnes une conférence et que tu l'as réussi, eh bien, tu commences à en donner une deuxième. Et puis, dans le public, il y a quelqu'un qui t'achète. Et ça devient exponentiel. Et que tu me crois ou pas, je n'ai jamais appelé qui que ce soit pour vendre une de mes conférences. Ah ouais. En fait, le travail s'est fait parce que j'ai fait du terrain, parce que j'ai offert beaucoup de conférences, parce que moi-même, j'ai investi à donner des conférences. Moi-même, j'ai loué des salles vides, parce que personne ne venait. Donc, j'ai moi-même investi énormément pour donner des conférences, espérant avoir du monde devant moi. Et je me suis retrouvé devant 0, voire 3-4 Pékins dans la salle. Jusqu'au jour où, effectivement, j'ai commencé à donner des conférences en entreprise. Et de façon exponentielle, le bouche à oreille a fait le reste. La seule pub... Alors, j'ai essayé de faire de la pub. La seule pub que j'ai faite, alors c'était en tout cas sur Google AdWords.
D'accord. Et ça, c'est de la pub qui fonctionne. Et j'ai testé aussi, il y a quelques années, de la pub papier dans les magazines spécialisés pour managers. Et ça, c'est du gaspillage d'argent. D'accord. Voilà. On va pas. Mon but, c'était de comprendre tes démarches de départ. Je vais prendre 2 questions là qui viennent d'être posées, qui méritent d'avoir des réponses tout de suite parce que ça va bien faire écho à ce que tu dis. Il y a alors Bastille. Bon, essayez de mettre des vrais prénoms, les gars. Je vous le dis depuis un moment, c'est compliqué pour moi. D'abord, Matt. Il comprend pas trop en fait. Quel est le sujet de tes conférences? En fait, je pense que c'est flou pour lui et je comprends sa question parce que j'ai peut-être pas été assez précis moi dans les miennes. Finalement, toi, quand on t'écoute, tu sais quoi le sujet des personnes qui t'écoutent en fait? Oui, voilà. Non, alors, le sujet est dépendant de ton expertise. C'est-à-dire que moi, tu me demandes quel est mon sujet à moi. Moi, mon sujet à moi, c'est l'optimisme. L'optimisme est mon cheval de bataille. C'est mon fonds de commerce. Vendre l'optimisme, c'est-à-dire que moi-même j'ai analysé l'optimisme avec des études scientifiques, des études cognitives, des études même génétiques. J'ai ici une multitude de livres qui me permettent. Aujourd'hui, il y a des études et la science qui se penche sur comment fonctionnent les comportements. Donc, je me suis engouffré dans le monde plutôt du comportementalisme qui me permet de comprendre le fonctionnement des êtres humains et même du business. Mais des conférenciers, il y en a sur des dizaines et des dizaines de sujets différents. Demain, on peut donner des conférences sur votre expertise qui peut être donnée sur forme de storytelling et qui peut effectivement apporter du contenu. Donc, un conférencier a un sujet qui est lié à son expertise. Mais quand une entreprise te paye, enfin, quand elle te prend, pardon, c'est même pas une question d'argent là. Une entreprise te prend, elle te fait venir. Elle attend, tu comprends, sa demande, elle porte sur quoi? C'est-à-dire de remotiver les troupes pour qu'elles soient plus optimistes. Tu comprends ma question? Alors, il y a ce qu'elles me demandent à moi et ce qu'elles peuvent demander aux autres conférenciers. Et ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils se leur intéresse, c'est ce qu'ils peuvent demander. En fait, une entreprise ou une organisation professionnelle ou même une association vont faire appel à un expert externe pour venir parler à leurs collaborateurs. Je préfère le dire comme ça. Ils vont appeler un expert externe qui a une vision différente de la leur, ou en tout cas qui correspond à leurs besoins du moment. Parlons par exemple de l'immobilier. Vous avez des partenaires immobiliers, ils ont peut-être envie de parler à l'un d'entre vous qui a une expertise pointue sur un domaine spécifique. Ils viennent vous payer pour venir parler de votre expertise devant leurs collaborateurs. Ça, c'est faire de la conférence. Maintenant, ce que beaucoup d'entreprises attendent d'un bon conférencier, c'est pas juste venir parler de contenu, parce qu'ils se sont déjà fait chier toute la journée avec leurs propres dirigeants qui ne savent pas parler en public. Ils espèrent quand même que tu viennes avec un peu de dynamisme, que tu viennes avec du storytelling, où tu racontes des histoires, que tu les fasses rêver. Donc aujourd'hui, il y a une attente aussi qu'un conférencier, quand on les paye plusieurs milliers d'euros, c'est pour amener du contenu et un petit peu de divertissement quand même, quoi. D'accord, je comprends. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas une attente que portée exclusivement sur l'expertise du conférencier. C'est ça. En fait, c'est un métier de scène. Un conférencier professionnel, en tout cas tous ceux qui en vivent, je ne parle pas des professionnels qui de temps à autre donnent des conférences. Ouais, tu parles de ceux voilà, comme toi qui font à grosse échelle, quoi. Ça peut être un philosophe, ça peut être un politicien. Tu sais, ces politiciens ou ces géopoliticiens qu'on va inviter dans une entreprise. Et voilà, ils ont un métier, et de temps en temps, ils vont donner une conférence. Non, moi, je parle de gens qui vivent de ce métier. C'est-à-dire, en France, on est à peu près 20-25 personnes à faire ce métier à plein temps. D'accord. Donc, c'est rare. D'accord, c'est très, très rare. Et en général, ce qu'on attend de ces gens-là, c'est de venir aussi divertir. Et c'est un métier de scène. C'est vraiment un métier de scène. On parle de mise en scène, on parle d'écriture, on parle de texte. Vraiment, c'est une vraie mise en scène, quoi. C'était un parallèle que je voulais faire avec toi. Je voulais savoir s'il y avait un lien avec les acteurs, le monde du cinéma, tout ça. Pour toi, il y a un lien qui est réel, du coup. Absolument, absolument, parce que comme c'est un métier où on attend de toi que tu viennes avec ton contenu aussi un peu divertir ou raconter une histoire, parce que les gens retiennent mieux une histoire que tu leur racontes plutôt que de venir avec des tableaux. Les tableaux, on s'en fout, mais une histoire, ça nous intéresse. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 15 ans de théâtre, donc ça aide. Ah, d'accord. Donc, c'est un métier de scène. Tu es sur une scène, tu as un micro, tu dois parler à des gens, parfois devant 1500, 2000 personnes. Tu as des projecteurs devant les yeux, il y a une technique à gérer. C'est vraiment un métier de scène, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses, question aussi que j'avais pas prévue pour tous ceux qui nous écoutent, que n'importe qui peut se lancer dans ce métier-là? C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai envie de te dire, est-ce que n'importe qui peut te raconter une bonne histoire drôle? Je suis pas bon client des humoristes, alors je vais te dire non. Souvent, les humoristes que je vois à la télé, ils me font pas rire, quoi. Pour moi, il est utopiste de dire que tout le monde peut. Alors, le politiquement correct voudrait que je dise oui, tout le monde peut, on peut tout apprendre. Sauf que
c'est un métier pointu comme il y a beaucoup d'autres métiers pointus et qui demande des années d'expérience avant d'avoir cette aisance et cet impact sur scène. Donc, tout le monde, alors j'ai envie de dire, tout le monde qui a une histoire à raconter ou en tout cas une expertise à partager est capable de la partager. Mais encore faut-il savoir le faire pour que les gens le retiennent et trouvent ça intéressant. Ouais, je comprends. D'accord, bon, donc à travailler en fonction de tout ça. Posez vos questions, je les prendrai après, j'en ai vu passer une ou deux. Vous inquiétez pas, je vais les lui poser après. Du coup, ça m'amène sur une autre question parce que tu as quand même du coup fait cette transition et sur le web, il y a des gens qui disent qu'on peut vivre de notre passion. Est-ce que toi, pour avoir finalement eu une passion assez originale, tu penses qu'on peut vivre de sa passion aujourd'hui avec les outils qu'on a à notre disposition? Plus que jamais, en général. Je sais pas si je suis général, mais si tu me dis oui, ça me va. Mais on vit à une période absolument fabuleuse où, dans l'histoire de l'humanité, il n'a jamais été aussi possible d'entreprendre que maintenant. Il n'a jamais été aussi possible de vivre ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, d'autant plus que les états d'esprit s'élargissent. Regarde la jeunesse aujourd'hui. Nous, à notre époque, enfin, je sais pas si tu fais partie de ces générations-là, mais on nous apprenait à avoir un job, et de préférence un job que tu gardes toute ta vie. Voilà, la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, quand tu leur parles, ils veulent voyager. Et ils ont bien raison. Regarde le nombre de nomades digitales qu'il y a. Regarde le nombre de gens qui habitent à l'autre bout du monde, en Thaïlande, et arrivent à faire du business en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, on vit à une époque où presque the sky is the limit est applicable même en France. Tu vois? Donc, si tu te donnes les moyens, si tu as envie vraiment. Alors maintenant, attention, je ne suis pas adepte du tout est possible et tout est faisable. D'accord. Moi, je ne supporte pas les gens qui te disent que tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Demain, moi, mon rêve, c'est de devenir astronaute. À 49 ans, je suis dans la merde pour le devenir. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, à un moment donné, il faut savoir connaître des limites temporelles, des limites chronologiques, des limites physiques, des limites. Voilà. C'est qu'à un moment donné, non, tout n'est pas possible. Mais. Beaucoup de choses, c'est possible. Beaucoup de choses sont possibles. Et si tu t'en donnes les moyens, tu peux même t'épater et épater les autres. D'accord. Ça, c'est clair. Ouais, ça, mais je partage assez tout ça. Alors, tu es un optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il va me dire, allez Nicolas, tu sors. Il finit l'interview tout seul. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, on aime bien opposer les pessimistes aux optimistes. Et en France, on aime bien opposer le pessimiste réaliste à l'optimiste rêveur. Sauf que ça, ce sont des clichés. Moi, tu m'as perdu. Pour moi, je veux juste savoir si tu es optimiste, en fait. Non, mais c'est un cliché. Parce que si je te dis que je suis optimiste, les gens vont dire, allez, encore un mec qui croit au bisounours. Non, les optimistes et les pessimistes sont des gens qui sont aussi réalistes les uns que les autres, mais qui utilisent des filtres différents. D'accord. Des filtres d'interprétation. Moi, personnellement, je suis optimiste qui utilise des filtres, qui choisit des filtres du possible, du faisable, de la confiance en moi et de la confiance en mon environnement. D'accord. Ouais, donc tu vois le verre à moitié plein. Plutôt, oui. Je m'en reverse jusqu'à ce qu'il déborde. J'ai pas pris d'eau, mais j'ai 2 livres ce soir parce que hier j'ai gueulé, ils m'ont pris mes bouquins qu'il y avait, donc voilà. Hier j'avais de l'eau et aujourd'hui j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Crois-tu à la chance, au hasard ou au destin? Ou tout, rien ou... Alors, ça c'est un vrai sujet pour lequel je pourrais te parler pendant des heures. Non, pas des heures. On l'a fait la version courte. Non, attends, tu m'as invité, merde. Merde. Alors, oui, je crois en la chance, je crois au hasard et je ne crois pas à la providence. D'accord. Je ne crois pas au destin. D'accord. Je ne crois pas du tout au destin. Alors, je vais commencer par le destin. Pourquoi je ne crois pas au destin? Le danger du destin. Alors, je comprends que les gens ont besoin on est des êtres qui ont besoin de se voir dans l'avenir et nous sommes construits comme ça. C'est cérébral, hein, c'est purement, nous sommes tous comme ça. On a besoin de donner du sens à tout ce que l'on vit. On a besoin de donner du sens à la vie, du sens à la mort, voilà. On a besoin d'avoir des réponses à tout. C'est le propre de l'être humain. Et croire dans un destin, ça nous permet de donner du sens à ce qui nous arrive. Or, moi, ce que je reproche au destin, c'est que ça nous rend irresponsables. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça nous rend irresponsables parce que tu penses que c'est pas à cause de toi. Voilà, c'est une main divine, c'est une main des étoiles, c'est une main de l'univers qui fait que c'est grâce à l'univers. Non, c'est pas grâce à l'univers, c'est grâce à tes choix, c'est grâce à tes risques, c'est grâce à tes succès et tes échecs. Et il y a rien d'orgueilleux et prétentieux dans ça. Ensuite, est-ce que je crois en la chance et au hasard? Oui, je crois au hasard. Beaucoup de gens te diront aussi, je ne crois pas au hasard. Je suis désolé, le hasard existe vraiment. Demain, je sors de là, je me casse la gueule dans les escaliers. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Je veux dire, et demain, je traverse la route et je trouve un billet de 100 € par terre. Je suis désolé, c'est du hasard.
En revanche, ce qui fait la différence entre le hasard et la chance, c'est que quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un qui a plus de chance que la moyenne, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable de transformer ce qu'il vit en opportunité. Et il y a des études qui existent vraiment, qui a été menée entre autres par le professeur Richard Wiseman à l'université de Londres. Il a créé ce qu'il appelle le Luck Lab, le laboratoire de la chance. Et il a voulu comprendre, ça fait 20 études cours, il a voulu comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres, là où d'autres échouent lamentablement. Et il a découvert que ceux qui ont plus de chance que d'autres, ce sont des gens qui sont plutôt optimistes et des gens qui arrivent à créer un environnement autour d'eux qui crée des opportunités, c'est-à-dire qu'ils transforment les échecs en opportunités. Ils sont des têtes chercheuses d'opportunités. Ils rencontrent plus de personnes que la moyenne. Ils essayent plus que la moyenne. Quelqu'un qui a de la chance et quelqu'un qui, en parallèle, échoue beaucoup plus que la moyenne aussi. Oui, monsieur. Mais comme ce qu'il a, donc quelqu'un qui a de la chance à répétition, c'est une compétence. Ben, c'est ce que moi, ma femme, elle déteste quand je lui dis ça, mais je lui dis tout le temps que la chance est une de mes compétences. Bon, elle déteste, elle supporte pas, mais voilà. Aujourd'hui, on peut compter le temps qu'on veut, mais c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui. Ouais, je savais que la science était dans mon dos quand j'avais autant de chance dans ma vie. J'ai toujours su. Il y a le coup du hasard, d'accord? Il y a des choses qui nous tombent dessus qui ne sont pas de notre faute. D'accord, ça, on n'a pas de choix, mais l'optimiste va réussir à transformer ce qui lui arrive en quelque chose de providentiel. D'accord. Mais moi, j'en suis convaincu. Après, tu prêches convaincu, mais je voulais avoir ta version parce que. Tu sais, il y a des gens qui pourraient traverser au même endroit que moi, là où il y a les fameux 100 € par terre, et tu as des gens qui vont voir les 100 € et vont se dire, ouais, si ça se trouve, c'est une hallucination, et ils vont continuer, ils vont pas se baisser. Le chanceux, c'est celui qui voit et qui se baisse. C'est ça la différence. Ah ouais. Moi, j'ai un peu honte de dire ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit que tout ce qui était par terre était à moi. Moi, j'ai un peu honte, hein, mais tout ce qui est par terre est à moi. Donc, à chaque fois, je me rappelle, il y avait des potes qui me disaient, mais t'as pas honte de ramasser? Il y avait des fois 1 centime ou je sais pas. J'ai dit, non, tout ce qui est par terre est à moi. Donnez-le moi si ça vous gêne. Moi, ça me gêne pas. C'est pas de problème avec ça, moi. Mais après, bon, voilà, c'est des états d'esprit, effectivement, on est tous différents. C'est quoi être coach aujourd'hui? Ah, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle moi je suis très très sensible parce que. Alors, calme-toi, Michel, calme-toi. Non, mais je vois surtout beaucoup de n'importe quoi. Je vois surtout beaucoup de n'importe quoi, de gens qui s'improvisent coach parce qu'un jour ils ont vécu un événement de vie et ça y est, ils ont vu la lumière et du coup ils veulent la partager avec tout le monde alors qu'eux-mêmes n'ont pas fini leur propre transformation. Donc moi je suis assez, je prends des positions assez controversées. C'est que pour moi le coaching c'est un vrai métier, un métier qui demande de la responsabilité et le respect de l'autre. Et beaucoup de gens font du n'importe quoi dans ce métier. Parfois le coaching ça touche un petit peu aux sciences ésotériques, aux mystiques. On parle de karma et on va te parler de New Age. On va te parler avec du vocabulaire un petit peu ésotérique. Et moi ça je me dis non, non, être un coach c'est déjà un métier très sérieux dans lequel tu es au service de l'autre et tu mets tes oreilles à l'écoute du cœur de l'autre. Ouais, c'est intéressant. Pour toi, il faut. Moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est quand même avoir fini sa propre transformation avant de vouloir transformer celle des autres. C'est ce que je t'ai dit et tu l'as lu entre les lignes, c'est exactement ça. Ouais, pour moi, c'est ce que tout est intéressant, mais c'est ce qui me marque quoi dans le. Oui, non, mais il y a beaucoup trop de gens qui font du coaching et qui vivent par procuration au travers du problème des autres pour oublier qu'eux-mêmes ils en ont. Ouais, c'est pas facile. Après, le problème, c'est que je pense que c'est une profession qui est très peu encadrée aujourd'hui. Oui. Et comme toutes les professions peu encadrées, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. C'est ça. C'est dit bizarrement, mais ceux qui comprendront auront compris. Alors, ça c'est aussi une chose bon voilà, moi pareil, je te suis un peu, donc je sais que c'est le cas. J'ai remarqué que du coup, tu avais quand même des passages télé. Je crois pas dire de bêtises. Je crois que tu as fait des passages aussi dans des courts-métrages, etc. Comment on passe à la télé? Alors moi ça me fait pas rêver du tout les gars, je pose un peu la question parce que je sais qu'il y a des gens qui rêvent de ça, mais comment on passe à la télé? Alors l'honnêteté m'oblige à dire à tous nos auditeurs que je suis passé à la télé à mon insu. Voilà. C'était très gentil à toi. Ils font tout leur possible pour passer à la télé, moi j'ai rien fait pour parce que en fait je suis passé à la télé pour 2 raisons différentes. La première, c'est que providentiellement je ressemble à François Hollande. Ah putain, oui, c'est vrai. Putain, merde. Et donc, attends 2 secondes, attends. Ouais, les gars, on a Jean-François ce soir ici. J'appelle tous les hommes politiques des Jean-François. Putain, j'avais pas vu.
Ah ouais, c'est vrai, merde. Vas-y. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, je ressemble à François Hollande. Et donc, j'ai été repéré il y a maintenant une dizaine d'années de cela par des castings de télévision pour participer à une première émission. Donc, quand tu passes à la télé, même 15 secondes, le monde entier t'a vu. J'ai reçu des centaines d'appels après pour faire du tout et de quoi. Et absolument pas ce que je voulais faire, parce que je ne voulais pas que rester toute ma vie le sosie de François Hollande. Mais non, mais c'est sûr. Mais je te comprends. Non, mais si encore c'était le sosie de Brad Pitt, je veux bien. Je vous jure, c'était pas volontaire, je m'attendais pas à celle-là. Oh là, c'est énorme. Donc, j'ai fait énormément de télévision à cause ou grâce à ça. Et je vais t'avouer honnêtement que ça me fait chier. En tout cas, les émissions que je sélectionnais, parce que j'ai refusé 90% de propositions. C'est énorme. Non, pour la petite anecdote, c'est qu'on m'a même demandé de tourner dans un film porno, tu vois. Oh, Mais ah oui, si, vraiment. Donc, j'ai eu des demandes pour faire des clips de rap, des clips vidéo d'audio, de faire des publicités. Oui. Mais vraiment. Ah mais oui, mais c'est énorme en fait, c'est énorme. Oui. Ah mais je ne voulais pas avoir l'étiquette du sosie, et moi je tenais à mon image de conférencier professionnel, et en pleine conscience, parce que je connais les médias, en pleine conscience de ce que ça peut provoquer, ça peut vraiment causer la perte de mon propre business. Ah non, mais c'est vrai que là je rigole parce que sur le coup je viens de le réaliser, donc tu m'excuses, hein, mais c'est que j'ai réalisé quelque chose. Mais tu viens de le dire, ça crée une vraie difficulté, et ça doit être en plus pour toi d'autant plus frustrant que d'un côté tu as l'impact du nombre de personnes que tu es capable de toucher, et du coup tu te dis bon, c'est une caisse de résonance énorme, mais comme elle n'est pas ciblée, je vous invite les gars à réfléchir à ce qui vient de se passer, parce qu'effectivement voilà, au-delà de l'opportunité que ça peut paraître être, ça peut tuer son business. En fait, ça peut tuer. C'est fou en fait. C'est hyper intéressant. J'en avais conscience dès la première fois qu'on m'a demandé à passer. Enfin, ma toute première émission, c'était chez Christophe de Chavannes sur TF1. Ah ouais. Donc j'ai moi-même eu Christophe de Chavannes au téléphone parce que j'ai refusé au départ. Parce que j'avais trop peur que ça nuise à mon business. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait le point, je me suis dit, d'un côté, le gamin qui est en moi a vraiment envie de faire le pitre à la télé. Automatique. C'est chaud, ça c'est chaud. Parce que c'est de ça dont il est question, c'était de faire le pitre à la télé. Attends, là je suis obligé, tu vas peut-être pas comprendre ce que je vais faire, mais t'inquiète pas, tu as dit non et Christophe de Chavannes t'a appelé. Ouais. Alors à tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas écouté l'excellentissime podcast du boulanger millionnaire de San Francisco, allez l'écouter. Là, à l'instant présent, Michel vient de vous montrer le pouvoir du non. Il a dit non au premier filtre, parce que alors moi je sais comment ça marche la télé, hein, parce que moi aussi j'étais en contact avec des télés, j'en ai accepté aucune, j'ai un problème avec les journalistes, et en fait il y a des filtres, et donc quand les premiers filtres, là il a inversé la vapeur, et comme le premier filtre est passé, c'est carrément le présentateur qui l'a appelé pour essayer d'obtenir le oui et le convaincre en fait. Et c'est le pouvoir du non qui est très bien expliqué dans l'émission que j'ai faite sur le boulanger millionnaire. Je vous invite vraiment à l'écouter, on va pas en parler ce soir, c'est hyper intéressant Michel. Si j'avais su, j'aurais appelé cette émission Jean-François Hollande est parmi nous ce soir. Putain de merde, j'ai raté mon titre, on aurait fait des millions de vues bordel, des millions de vues. Ah là tu m'as tué. Bon alors la deuxième partie, parce que sinon on va y passer la soirée, ça va pas être drôle. Non, attends. Vas-y. Je vais continuer parce qu'il y a vraiment une morale à cette histoire. C'est que j'ai fait de la télé et tout ce que je craignais, c'est-à-dire que je craignais d'être estampillé sosie de François Hollande. Et tout ce que je craignais est arrivé, c'est que le lendemain, tous les médias n'ont pas parlé de l'émission, mais ont parlé du sosie de François Hollande. Ah ouais. Et d'ailleurs, vous allez sur Google, vous allez faire sosie François Hollande, c'est ma tronche partout. Et donc, tu as les magazines People, tous les magazines People en ligne et sur papier ont parlé de moi. Et là, je me suis dit, merde, je suis pris au piège. Tu vois ? Ouais, je vois, ouais. Tu vois ? Et donc, c'est là où j'ai commencé à refuser tout ce que je n'avais pas envie. Donc, on a commencé un peu à m'oublier. Et je n'ai fait qu'accepter les émissions qui me faisaient plaisir à moi, sachant qu'elles étaient espacées dans le temps et qu'on ne me voyait pas trop souvent. D'accord. Donc, ça m'a permis de venir plusieurs fois chez Laurent Ruquier, par exemple. Donc, j'ai été plusieurs fois dans On n'est pas couché. J'ai été chez Cyril Hanouna également. Ah bon ? Mais pour le sosie de François Hollande ? Oui, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Je savais pas du tout, tu vois. J'avais pas du tout de... Donc, j'ai fait vraiment une dizaine d'émissions de télévision, mais seulement celles qui me plaisaient. D'accord. Et... mais ça ne m'a pas empêché de développer mon business de conférencier professionnel et de continuer à avoir la notoriété dans ce métier-là.
D'ailleurs, dans mes conférences, j'en joue et je parle de ça comme étant une expérience à utiliser comme métaphore de vie. Ah ben oui, moi je trouve que ce que tu viens de dire, c'est hyper. Voilà, c'est. À quel moment tu dis non et dans quelle mesure tu fais les choses pour te faire plaisir et que ça ne nuise pas à ton image. C'est vraiment. Ben, écoute, tu vois, je m'attendais. En te posant cette question, en fait, pour être très franc avec toi, il me semble, là, tu me corriges aussi si je me trompe, je crois que je t'ai vu avec Franck Dubosc, moi, une fois. Oui. Voilà, aussi. et du coup, je me suis dit, je vais lui poser la question. Voilà. Ce qui est formidable, au départ un coup de hasard, puisque je n'ai jamais rien demandé. Tu vois, ça c'est du hasard. Je reçois un appel téléphonique, j'assiste la première fois à une émission avec Christophe de Chavannes. Ce hasard, j'ai su le transformer et je l'ai transformé en opportunité. Et j'ai su le contrôler aussi. Tu vois, je l'ai contrôlé. Et ce qui a fait qu'effectivement, après, j'ai été appelé pour jouer dans deux longs métrages. Le premier long métrage, c'était Alain Chabat qui s'appelle Les Gamins. D'accord. Donc, je fais une apparition en tant que sosie de François Hollande dans le film Les Gamins. D'accord. Et dans l'un des derniers films de Franck Dubosc qui s'appelle All Inclusive, où je joue le rôle de François Hollande en vacances. D'accord. Et je joue François Hollande en vacances. Et qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de conférencier? Rien, si ce n'est que j'ai de belles histoires à raconter. Oui, voilà. En fait, pendant 2 semaines, j'étais comédien et j'ai côtoyé au quotidien Josiane Balasco, Franck Dubosc, François-Xavier de Maison, ouais. Et tous ces acteurs-là, Thierry Lhermitte, et je mangeais avec eux à table tous les jours. Donc, de 6h du matin à 21h le soir, j'ai côtoyé ces gens derrière et devant la caméra. C'est une expérience de dingue. C'est une expérience de dingue. Mais tu sais, c'est ouf parce que on s'est vu 2-3 fois. Moi, je l'ai jamais vu que tu étais le sosie. C'est là, il a fallu que tu mettes tes lunettes pour que je le voie. C'est comme quoi. Il faut juste un accessoire. Mais c'est oufissime. Je suis choqué en fait. Comme quoi, un détail, ça fait la différence. Là, tu m'as. Incroyable. Bon, allez, on arrête parce que sinon on va parler ça toute la soirée. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'a vraiment intéressé, que je te pose la question. Tu parles anglais couramment. Est-ce que tu penses que parler anglais aujourd'hui, ça joue? Alors, dans ton métier, j'imagine que ça joue un rôle. Mais est-ce que tu penses que pour nous tous, c'est hyper important et ça peut changer une carrière? Ça dépend qui et nous tous. Est-ce que vous faites? Je veux dire, si vous ambitionnez de ne faire que de l'immobilier dans le Périgord. Sauf que dans le Périgord, il y a beaucoup d'anglais qui arrivent. C'est le mauvais exemple. Je pensais donner un bon. Mais voilà. Par exemple, tu fais l'immobilier dans le Périgord. Les Britanniques sont très friands du Périgord. Ils achètent dans le Périgord. Parler anglais peut-être un plus. Alors, tu peux compter aussi, évidemment, sur le français que eux peuvent avoir. Mais tout dépend de ce que tu veux faire dans la vie. C'est important pour toi l'anglais dans ta vie aujourd'hui et tu penses que c'est important de manière générale ou pas? Parce que toi, tu t'es formé aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis. De manière générale, moi, oui. Oui, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime les voyages. Je voyage aux 4 coins du monde et ça me permet d'aller dans n'importe quel pays du monde et je peux m'exprimer, que ce soit en français, en anglais ou même un peu italien parce que je baragouine un peu l'italien. Mais si je vais au Japon, je parle anglais, on me comprend. Tu vois? Voilà, si tu voyages, si tu dois rencontrer des gens à l'international, dès que tu fais quelque chose qui a une connotation internationale, parler l'anglais, c'est inévitable. Oui, je comprends. Du coup, tu as parlé du Périgord. On en vient à la question qui va te relier avec les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Quel est ton rapport avec l'immobilier? Comment tu vois l'immobilier? On va commencer par la première question. Est-ce que tu as déjà investi? Non. Jamais. Non. Si, j'ai investi, je me suis acheté une maison. Oui, mais ça, c'est la résidence principale. Est-ce que tu as investi? Voilà. Mais non, parce qu'en fait, comme je te le disais en début de notre entretien, pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui, pour moi, est trop inconnu. Et j'ai préféré investir dans mon business, dans mon business, c'est-à-dire dans du matériel vidéo, dans un studio. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup investi parce que j'ai créé une école qui est l'école du conférencier professionnel, parce qu'aujourd'hui, je forme d'autres personnes. Donc, j'ai préféré investir dans mon propre métier et être reconnu dans mon métier. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir de la trésor, c'est vrai que, ayant de la trésor, je commence à envisager d'investir dans l'immobilier. Mais ça ne m'est, voilà. Ça t'est jamais passé par la tête? Non, parce que mon rêve, c'était pas ça. Ouais, mais c'est intéressant. Ça montre qu'on peut vivre son rêve sans avoir forcément. Tu ressens pas. Genre, je voulais faire de la scène, je veux dire et effectivement, et je veux dire aussi, c'est aussi lié au fait que je n'avais pas de trésor, comme je le disais tout à l'heure, je gagnais de la thune, mais j'avais plus de trésor à cause d'un divorce. Donc la première chose que tu fais, c'est reconstruire. Et donc en tout cas moi, à mes yeux, j'ai peut-être des limites, mais l'immobilier jusqu'à il y a quelques années ne m'intéressait pas tant que ça. C'était pas mon kiff. D'accord. Le fait que tu aies un travail qui est, comme tu dis, moi je rapproche ça un peu aux acteurs avec des revenus
irrégulier, ça t'a pas fait te dire, je vais mettre de l'argent de côté en le plaçant. Tu n'as jamais eu cette réflexion-là? Si, la réflexion, je l'ai eue, mais je ne suis jamais passé à l'acte. D'accord, tu n'es jamais. Ouais, mais c'est intéressant, j'aime bien voir ce genre de choses. Avant encore de prendre les questions, je voudrais juste maintenant partir sur 2-3 dernières petites questions que j'avais prévues. Après, posez-lui vos questions, je vais les prendre. Premièrement, si aujourd'hui tu devais recommencer une activité de zéro, par quoi tu commencerais? Je la pose pas souvent cette question, mais à toi j'avais envie de la poser. Ah putain, de zéro. Ouais, là tu repars, je te prends tout, t'as plus rien. Avec ce que tu sais tout, tu commences par quoi? Je commencerai par faire le point de ce que je sais faire, de ce que je veux faire et de ce qui est rentable le plus vite possible. Parce que si tu repars de zéro, ça veut dire que tu as aussi besoin de revenus assez rapidement. Et je vais évaluer cette notion de pouvoir créer du revenu le plus rapidement possible. Même si ce que je vais faire ne me plaît pas à 100%, même si je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais, si c'est pour démarrer à zéro, je ferai quelque chose quand même qui me touche, que j'ai envie de faire, mais qui peut me rapporter de l'argent le plus vite possible. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des notions, parce que je pense que ça va peut-être aussi intéresser tout le monde. Qu'est-ce que ça gagne un conférencier professionnel aux États-Unis? Parce que je pense que c'est là où on trouve les plus gros revenus. On parle pas d'Anthony Robbins, parce que pour moi, c'est pas. Il y en a qui le présentent comme un conférencier, mais il fait pas que ça. C'est hyper élargi. Moi, je préfère que tu me prennes quelqu'un qui est pas forcément connu justement et qui est vraiment professionnel de la conférence. Donc, qu'est-ce que ça gagne un conférencier aux États-Unis? Et qu'est-ce qu'un conférencier professionnel français peut espérer gagner? Pas non plus des top of the world, hein, des mecs normaux, quoi. Voilà. Un bon conférencier aux États-Unis, et tu as raison de ne pas prendre Anthony Robbins parce que lui, son empire fait beaucoup plus que de donner des conférences. Hein. C'est un extraterrestre, Anthony Robbins, mais quelqu'un qui est motivational speaker, donc un orateur de motivation, peut prétendre à être millionnaire. D'accord. Un cachet, donne-moi juste un cachet. Peut-être millionnaire. D'accord. Et un cachet, c'est quoi un cachet d'un conférencier américain? Un cachet américain, un cachet moyen américain de quelqu'un qui a un CSP, comme le voilà, un CSP, c'est donc une certification qualitative. Il le voit pas. Ouais, c'est pas grave. Non. Le CSP, c'est dans le monde, dans l'univers de la conférence à l'international, c'est une qualification de qualité de conférencier qui fait que tu peux prétendre à vendre tes conférences à minima 15 à 20 000 $ la conférence. Conférence. On parle en dollars dans tout le monde du conférencier ou on parle en euros après pour les Français par exemple? En français, on parle en euros bien entendu. D'accord, on est dans les 10-15 000 en euros en France aussi quoi, en gros, c'est ça? Absolument pas. Non, mais tout dépend aussi de ton niveau de notoriété. Je veux dire, aux États-Unis, quand tu es CSP, tu peux prétendre à demander 15 à 20 000 $ minimum. Il y a des conférenciers qui demandent 50 à 75 000 $ pour faire une conférence. D'accord. Ça dépend de ton taux de notoriété. Et en France, c'est pareil, il y a des paliers. Si tu es un très bon conférencier en France, donc un conférencier avec une petite notoriété ou une notoriété raisonnable, tu peux prétendre à 7 à 8 000 € la conférence. D'accord. Moi, je vends en moyenne mes conférences 6 000 €. D'accord. Et c'est quoi le début quand on commence? Le début quand tu commences, tu les fais gratos quand tu commences. Tu les fais gratos. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est comme un artiste, tu sais, un artiste qui va dans les petites salles de banlieue pour tester ses blagues de merde. Voilà, c'est des places que tu payes 5 € pour ensuite faire un spectacle. Voilà, un conférencier quand il débute, il a aucune prétention financière. Il faut qu'il en donne. Okay. Il faut que son discours soit rodé. Mais disons qu'un conférencier rodé débutant peut demander 2500, 3000 € la conférence. D'accord. C'est super intéressant. Je te remercie. Dernière question. Après, je vous laisserai lui poser vos questions. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais je voulais vraiment en parler avec Michel. Tu as fait une école freinée, enfin apparentée freinée. Est-ce que tu peux un petit peu en parler et nous dire si ça a eu un impact dans ton éducation? Parce que je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. C'est quelque chose dont je parle très peu d'ailleurs sur ma chaîne. En France, on n'est pas sensible aux éducations. On l'est un peu plus maintenant, mais on n'est pas forcément sensible à l'éducation. L'école, elle est gratuite. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a par rapport à ça. Mais il y a aussi d'autres formes d'éducation. J'aimerais bien qu'on aborde un peu le sujet, puisque toi, tu sors de ce type d'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, mais rapidement, parce qu'après, on va prendre leurs questions. Rapidement, c'est assez simple. C'est une école qui favorise le développement de l'enfant et l'apprentissage par le jeu. D'accord. Donc voilà. Donc tu as Montessori, tu as Freinet. Montessori, Freinet, c'est à peu près le même principe. Et moi, l'école primaire, j'ai eu effectivement le privilège de pouvoir suivre une formation où l'institutrice favorisait la prise de parole en public. Donc tous les lundis matins, il fallait qu'on raconte le week-end. Donc déjà moi, à 9-10 ans, je parlais devant la classe. Tu vois, donc j'ai appris à faire de l'imprimerie, à dessiner, à tout ça. Donc tu apprends
en développant beaucoup de créativité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très créatif, quelqu'un d'extraverti, mais vraiment, et je l'assume, je suis extraverti et je l'assume. La timidité, je la connais pas, sauf si je vois une belle femme. Voilà, si je vois une belle femme, du coup, je deviens très très timide. Mais cet enseignement freiné a effectivement développé en moi ce côté artistique et de prise de parole, d'oser, d'audace. Voilà, c'est une pédagogie qui, en revanche, qui est reconnue par l'éducation nationale, hein, mais effectivement qui est assez rare et qui fait partie un petit peu des enseignements privés et non pas publics. Ça n'a pas été dur quand tu as rejoint le cursus scolaire normal? Si, parce que j'ai fait donc mon enseignement primaire là-bas et quand je suis arrivé au collège, il y avait un vrai décalage entre ce que moi j'avais vécu dans l'école primaire et au collège et ce décalage, moi, en fait, m'a même fait doubler ma première année de collège. Parce que je n'étais pas adapté à ce mode de fonctionnement et d'enseignement. Ok. Là, c'est plus une question, c'est juste rapidement. Donc, tu as l'école de. Après, je vais prendre vos questions. Donc, vous lui posez les questions, je vais les poser. Donc, toi, tu as une école de conférencier. Est-ce que ça veut dire que si on suit ton école de conférencier, on sort avec le truc que tu as bon, je suis pas Miss Météo, mais là-bas. Non, tu ne sors pas automatiquement avec le CSP. Le CSP, il faut déjà avoir donné 500 conférences pour pouvoir avoir un CSP, par exemple. Ah, d'accord, j'avais pas compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Le CSP, c'est une attribution, c'est une sorte de César, d'Oscar. Ah, d'accord. Un CSP est une sorte d'Oscar dans le monde de la conférence. Ah, j'avais pas compris. Donc, toi, tu as une école. Quand tu sors de mon école, tu sais donner des conférences et les vendre en corporate. Donc, moi, l'objectif de la formation, c'est de vendre tes conférences en corporate. Donc, je t'apprends les enjeux, ce qu'il faut mettre, la structure. J'ai un cinéaste qui vient nous apprendre le storytelling. J'ai un metteur en scène qui vient t'aider à mettre ta conférence en scène. J'ai Richard Cross, si vous connaissez encore Richard Cross de la Star Academy, c'est le coach vocal de la Star Academy. Il est coach vocal de mon école. En sortant de l'école, tu sais donner une conférence en entreprise et tu peux prétendre la vendre plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire qu'en sortant de l'école, tu as tous les ingrédients pour déchirer sur scène. Je te donne tous les ingrédients pour aborder tes clients, savoir quelles sont les attentes, comment construire, comment faire de la scène, comment utiliser la technique. Et à la fin de la formation, tu donnes ta conférence devant un vrai public. Donc, je loue une salle parisienne dans laquelle tu donnes ta conférence devant 200 à 300 personnes. J'y invite mes clients et les agents pour qu'ils puissent venir te repérer. Et tout ça est filmé et photographié. Et à l'issue de la formation, tu as une vidéo de ta conférence que tu peux utiliser dans ta com et des photos que tu peux utiliser dans ta com également. Parfait. Je te remercie. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, comme je vous l'ai dit à mes débuts, c'était un peu ce que j'avais en tête. Je savais pas du tout que ça existait. Je l'ai rencontré longtemps après. Maintenant, après, il faut que j'ai un scooter. Oui, j'ai un scooter, oui. Et qui font plaisir à leurs collaborateurs en invitant une grosse pointure. Ah, d'accord. C'est une pointure à 100 000 euros et ils veulent faire plaisir, comme par exemple on invite parfois des comédiens ou des animateurs télé qui sont très bons à la télé mais qui sont très mauvais en conférence, mais ils ont offert à leurs collaborateurs à Stéphane Plaza par exemple. D'accord. Et Stéphane Plaza, il demande 20 000 balles pour faire une apparition en entreprise. Ce qu'il a dit, c'est amusant, il nous a fait rire, mais c'est pas, en termes de contenu, c'est pas folichon, mais il a fait des selfies avec tout le monde et tout le monde est content. Donc, oui, le tarif de Sarkozy, 100 000 euros, ça, c'est quand même un président de la République, c'est un bon orateur. Après, il vient parler de son sujet, il vient parler de géopolitique, il vient parler des choses et d'autres sur son sujet. Et en général, ce sont des parterres de gens qui sont assez friqués quand ils viennent parler, hein. Mais oui, ça se justifie, bien sûr. Moi, je dis oui. La question que j'ai à te poser, c'est quel est aujourd'hui le conférencier français qui est le plus gros en termes de prix de vente? Tu le sais ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un palmarès comme ça ou pas du tout? Je vois pas trop l'utilité de cette question. Mais disons que l'un des plus gros conférenciers en France, celui qui donne le plus de conférences et qui peut demander très très cher, c'est Michael Aguilar par exemple. Ah, je savais pas du tout. Je suis hyper surpris. Je le connais en plus, tu vois. Enfin, je vois qui c'est. Je le connais pas, mais une centaine de conférences par an. Et c'est quelqu'un, demain, s'il vend ses conférences 10 000 euros, il les vend 10 000 euros sans aucun problème. D'accord. Après, effectivement, dans le monde de la conférence, comme je le dis, il y a des orateurs comme des Stéphane Plaza qui vont vous demander 20 000 euros la conférence. Mais parce qu'il y a la notoriété qui s'ajoute en fait. Plus ta notoriété est grande, plus ta valeur est chère. Ok. Il y a quelqu'un qui nous dit la chance est aussi expliquée par Philippe Gabillet, c'est ça, tu connais? Absolument. Voilà, avec c'est un ami à moi.
Et il l'explique comme je l'explique, c'est que la chance est une compétence, effectivement. Voilà, oui, c'est ça. Influe, il dit l'optimisme influe les actions de l'avenir. Bon, un truc, voilà. C'est Philippe Gabillier. D'ailleurs, ça fait partie d'un de mes amis que j'ai rencontré sur ma route qui m'ont aidé à construire mon métier de conférencier. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant, tu vois. C'est un ami personnel, oui. Ok, ben c'est parfait. Alors attends, il y en avait une autre. Est-ce que tu fais des conférences en anglais pour des boîtes étrangères? Absolument. Et là, par exemple, l'année dernière, j'ai fait une conférence à Nice, dans un grand palace, pour l'entreprise Sandvik. Tu sais, les outils Sandvik. Non, je ne connais pas. Si tu n'es pas bricoleur, tu ne connais pas, mais c'est une grande marque d'outillage. Et j'ai fait une conférence en anglais devant leurs 300 collaborateurs. D'accord, c'est intéressant ça. Et c'est comment dire, c'est pas plus. Ben non, mais tu es bilingue parfaitement. J'imagine que c'est pas plus difficile pour toi de les faire en anglais qu'en français. Non, je suis autant à l'aise en anglais qu'en français en fait. D'accord. Tu es amené à faire des conférences dans le monde entier? J'en ai fait plusieurs en Angleterre, j'en ai fait quelques-unes aux États-Unis, j'en ai fait une en Afrique du Sud, j'en ai fait une aux Pays-Bas. Donc ça me permet de voyager effectivement. Ok. Est-ce que aujourd'hui le fait d'avoir une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, ça peut influencer sur tes conférences, tu penses, si tu deviens conférencier Oui, absolument. Alors, c'est pas tellement le nombre d'abonnés, parce qu'il fut un temps, on était à la chasse aux abonnés. Aujourd'hui, les algorithmes sont plus à la chasse à l'interactivité et à l'engagement de ceux qui nous regardent. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir 1500 abonnés qui participent à chaque fois que d'en avoir 10 000 et seulement 3 likes sur tes vidéos. Oui, bah ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, disons que pour la preuve sociale, dans ta communication, si effectivement tu communiques au client que tu as une chaîne YouTube de 10 000 abonnés, c'est vrai que ça en jette et inconsciemment, ça sous-entend quand même que tu as quand même une communauté qui te suit, donc tu dois être un peu crédible. Donc en termes de crédibilité, ça aide, oui. D'accord, ça aide. Bon, ben voilà, écoute Michel, je te remercie de tout ça. Moi, je vais du coup revenir sur un point qu'on a vu tout à l'heure. Je voudrais qu'on reparle rapidement, si tu es d'accord, même 2 points d'ailleurs. Je voudrais qu'on reparle juste rapidement de ton lien avec le théâtre. Tu m'as dit que tu avais fait quand même pas mal d'années de théâtre tout à l'heure. Oui, j'ai fait 15 ans de théâtre, oui. Bon, est-ce que tu peux nous dire dans quelle école tu as suivi un petit peu? Ça t'embête? Alors, j'ai fait du théâtre. Premièrement, je l'ai fait parce que c'était une option à l'école, donc je l'ai fait quand j'étais ado. D'accord. Et ensuite, je l'ai fait dans diverses associations. Et ensuite, j'ai eu une école, quand j'étais en fin de mes études, j'ai fait une école d'art. Et dans cette école d'art, on avait aussi une section de théâtre. Et ensuite, j'ai continué à faire du théâtre dans différentes troupes associatives. Donc, j'ai pas fait de grandes écoles de théâtre. Ah ouais, t'as suivi un cursus de théâtre. Aujourd'hui, ça te sert quand tu fais tes conférences? Absolument, ouais. Absolument, parce que j'en joue et une conférence, c'est quelque chose qui doit être. En fait, quand tu fais une conférence, tu dois faire vivre une expérience sensorielle et émotionnelle à ton public. Donc, si tu n'es pas un petit peu comédien, si tu ne peux pas capable de surjouer la tristesse ou la joie, ça passe beaucoup mieux si tu es un peu comédien en fait. Parce que les émotions restent le meilleur vecteur pour transmettre ce qu'on a à transmettre. Absolument. Donc, même si tu parles d'immobilier, moi j'ai assisté à des centaines de conférences dans ma vie, forcément, puisque c'est mon métier, j'en regarde beaucoup moi-même. Et j'ai vu des métiers, toutes sortes de métiers, de conférenciers dans n'importe quel métier, même dans l'immobilier, faire des conférences qui étaient absolument fabuleuses, parce ils sont arrivés à nous raconter des histoires, à nous embarquer, à nous faire vivre une émotion, et après t'as envie de dire, punaise, le mec, je l'achète, quoi. Donc, la différence, c'est l'émotion. La différence entre juste un discours de contenu ou un discours de contenu où tu mets de l'émotion dedans, le discours avec l'émotion, on va se souvenir de toi très très longtemps. D'accord, c'est intéressant. On s'était rencontrés à la journée de l'audace. On s'était vu à d'autres endroits, mais à la journée de l'audace, il y avait des conférences qui étaient super intéressantes. C'est vrai que c'était super sympa. C'est la journée de l'audace. Je sais pas si je crois que ça continue, mais il y avait eu une veille où il y avait eu des différents comme ça intervenants qui passaient. Ça existe comme ça, des espèces de, tu sais, comment on peut rappeler ça, de festival de la conférence. Il y a un truc comme ça qui existe? Non, pas encore. Il y en a un qui allait être organisé là au mois de juin. Ah merde. Mais suite au coronavirus, ça a été annulé. Mais il y aura l'année prochaine un festival de conférenciers qui aura lieu. Alors, il existe une association de conférenciers qui est l'Association française des conférenciers professionnels, l'AFCP, qui tous les ans organise effectivement une convention de conférenciers accessible à tous. Mais pareil, tout est annulé aussi cette année.
J'allais te poser la question, là d'un coup tu viens de me faire percuter un truc, enfin je n'avais pas te la poser justement, tu me l'as fait réaliser. Avec tout ce qui vient de se passer, tu penses que l'avenir des conférences il va être de comment? Parce que quand tu vois hier soir, d'ailleurs j'en profite pour partager ça avec vous les gars, hier soir ou avant-hier soir j'ai réalisé, je pensais aux avions, mais je me disais les avions c'est fini, enfin pendant une période ils peuvent plus empiler les mecs sur des boîtes à sardines aussi près en fait si tu vois, alors comment ça va se passer tout ça? Bon, je suis pas devin donc je peux pas te le dire. Ouais j'imagine bien mais… Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires de 0. Je n'ai plus rien. Putain, ouais. Parce que comme je suis dépendant effectivement de l'événementiel, je n'ai plus rien. Toutes mes conférences sont annulées. Donc là, je tape dans ma trésor en ce moment. Donc voilà, ça me fout les boules. C'est le risque de l'entrepreneur. Hein. Mais oui, ça devrait reprendre. Une fois que nos activités vont reprendre, j'ai confiance qu'en 2021, le boulot va reprendre. Oui, mais pour l'heure, 2020 est définitivement sinistre. Ah ouais, pour toi, ah oui, j'ai pas. Ah, tu sais quoi, je viens de réaliser sur la fin de ce qu'on vient de dire, c'est vrai que j'ai pas percuté qu'il y avait ce problématique de promiscuité. Juste, je reviens sur le dernier point et j'ai fini. Ton école, ça dure combien de temps? C'est une formation sur 4 mois. D'accord. Et c'est du physique? C'est du physique, il y a du physique et du numérique, mais c'est principalement du présentiel parce qu'effectivement, quand tu fais un métier de scène, on est sur scène, il y a des choses qu'on peut faire à distance et d'autres absolument pas. Donc, ça commence par une semaine en immersion dans laquelle on va te travailler au corps, une semaine en immersion à Marrakech. Comme ça te sort de chez toi, tu es vraiment dans une bulle dans laquelle tu ne te concentres que sur l'essentiel. Et au bout du 4e mois, à la fin de la formation, tu donnes ta conférence sur une scène. D'accord, ok. Ben écoute Michel, je te remercie. Je vous invite tous à si vous êtes intéressés pour devenir conférencier professionnel et pas séminariste, hein, la blague jusqu'à la fin, à vous rapprocher de Michel. Où est-ce qu'on te retrouve du coup? Ben, tout simplement, tu mets Michel Poulard dans Google et tout est à mon nom. Donc, mon site c'est michelpoulard.com, mon école c'est l'écoledeconférencier.com. J'aime bien tout ce qui est simple en fait. Voilà. Je vais vous mettre d'abord dans le chat là. Je vous mets tout de suite. Hop. Son nom et son prénom avec l'orthographe puisque tout est à ton nom. Et je vais vous mettre aussi le lien vers son site si jamais vous voulez avoir plus de renseignements. Comme ça, vous avez tout. Vous savez que voilà, je vous incite encore une fois pendant le confinement, c'est le moment pour tous ceux qui veulent comment dire, se lancer dans une carrière. Demain soir, vous pouvez venir, c'est exceptionnel pour tous ceux qui sont intéressés, qui m'ont posé toutes les questions sur les programmes. Je fais une soirée exceptionnellement un samedi de 17h à 19h. Vous avez sur ma chaîne le lien qui est apparu pour venir me poser des questions. Ça sera sur le programme. Merci Michel vraiment d'être venu. Moi, ça me fait très plaisir. Bonne soirée à tous. À demain pour ceux qui seront là. Michel, merci encore. Merci à toi, merci de m'avoir accueilli et merci à tous. Au revoir.